Bonsoir. Jamais dans l'histoire politique de l'Algérie, une élection législative n'aura été aussi problématique, ni suscité autant de questions sur ce qui incite le pouvoir à scier lui-même la branche sur laquelle il est assis. À moins d'un mois de l'élection législative, et malgré la perspective qui ne fait plus de doute d'un autre boycott historique, c'est réellement comme si les institutions et les organes de l'État chargés de mener à bien les préliminaires et toutes les opérations de l'élection se seraient ébranlés pour les saper, pour ne leur laisser aucune chance de se tenir dans la sérénité et l'adhésion populaire. C'est ainsi que l'ANI, la très sulfureuse autorité nationale indépendante des élections, connue pour s'être spécialisée dans l'escamotage du bourrage des urnes et de la fraude électorale, semble être le maître d'œuvre dans la conduite de ce laborieux sabordage des élections législatives. 30% des listes de candidatures, soit 3174 candidats, ont été rejetés. Pour la plupart sur la base de ce fameux article 200 de la loi électorale, dans son alinéa 7, une disposition qui viole outrageusement la Constitution, et tout particulièrement le sacro-saint principe de la présomption d'innocence. En voici les termes que je vais vous lire. Écoutez bien et appréciez, s'il vous plaît, combien ce pouvoir algérien respecte la présomption d'innocence et la dignité des citoyens. Comment il n'hésite pas, il n'hésite plus, pour des raisons obscures, à les flétrir, ces citoyens, à mettre en cause de façon publique leur honorabilité et leur réputation. Écoutez, je cite donc les termes de cet alinéa 7. Tout candidat n'étant pas connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l'argent douteux et les milieux de l'affairisme, et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales. Je répète, le candidat, il y a un souci. Non, mais il ne faut pas revenir en arrière. Le candidat à l'Assemblée populaire nationale ne doit pas être connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l'argent douteux et les milieux de l'affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales. Fin de citation, et sans autre forme de procès. Sans procès, ni jugement. Il suffit d'une simple fiche de police, d'une rumeur, d'une calomnie pour salir à jamais la réputation d'un citoyen ou d'une citoyenne parce qu'ils se sont rendus volontaires pour devenir candidats à une élection. Et pour en parler, Idirou Nouren et Brahim Younsi, tous deux analystes politiques, qui ont accepté de revenir aujourd'hui aussi sur ce plateau pour en parler. Idirou Nouren, Brahim Younsi, merci d'être des nôtres.
Merci de nous inviter, de nous convoquer d'une certaine manière. On a beaucoup insisté pour que vous reveniez. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Idir. Oui, je rejoins la convocation. Et puis merci pour cette invitation, encore une fois. Alors, le titre de l'émission, législative, que cache le rejet massif des législatives? Brahim Youssi. Enfin, on a connu déjà ce type de problème sur le plan. Mais je voudrais commencer par une chose. Oui. C'est l'appel, et cela m'étonne, et là aussi il y a un vice de forme, si j'ose dire, l'appel du Parti des travailleurs de Mme Louisa Hanoun, qui demande au chef de l'État, et ça c'est quand même un peu surprenant de leur part, parce qu'il y a des spécialistes, il y a des juristes oui. Au Parti des travailleurs, et qui demande au chef de l'État de suspendre l'application de l'article 200, alors que le chef de l'État ne peut pas suspendre. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Pas du tout. Oui. Donc c'est un recours auprès de la Cour constitutionnelle qu'il faut faire. Oui. Mais je m'étonne que le Parti des travailleurs interpelle le chef de l'État pour lui demander de suspendre. Donc ce n'est pas les prérogatives. Ah non, du Il tout, ne du peut tout, pas du suspendre tout. un article de la Constitution. Absolument, du tout. Du tout. Or, la Cour constitutionnelle, je vous donne la parole, Idir, la Cour constitutionnelle a déjà émis une réserve Oui, en 2026, en avril 2026, sur cet alinéa de l'article 200. oui, mais la Cour constitutionnelle avait les prérogatives pour l'annuler. Mais elle n'a fait qu'émettre une réserve. On aurait admis peut-être que Mme Hanoun puisse demander un report des élections pour justement vider peut-être, et encore avec un peu de temps, de vider l'essence même de ce que contient l'article 200 dans son alinéa 7. Oui. Ça aurait peut-être été admissible en disant on les reporte jusqu'en septembre, ce qui laissait un peu le temps, essayer de retricoter la loi. Oui. Et d'autant qu'ils auraient pu convoquer le Parlement assez rapidement. Donc voilà. Mais demander, comme l'a dit souligné Brahim, mais comme vous l'évoquez vous aussi, c'est pas dans les prérogatives du président. C'est vrai, et on se demande de ce qui a pris Louisa Hanoun. Elle pensait que c'était l'ancien monde avec Gaïd Salah, avec le général Toufé, tout ça. Mais c'est grave qu'un parti politique... Mais comme il y a une continuité entre les deux, elle s'est dit il y a peut-être une niche. À la limite, elle aurait dénoncé, elle aurait dit c'est un article anticonstitutionnel qui viole le principe. Non, mais c'est trop tard, monsieur Benchemou. Oui, mais il faut le dénoncer. Parce Oui, que c'est un oui. article qui viole la présomption d'innocence, le principe. Oui, tout à fait. D'une part, oui, d'une part. Et d'autre part, il y a, entre guillemets, des institutions, une Cour constitutionnelle qui a été créée pour cela, à laquelle il fallait s'adresser. Madame Hanoun ou des députés, je ne sais pas s'il y a des députés du Parti des travailleurs, même elle pouvait saisir la Cour constitutionnelle pour dénoncer l'article 200. Absolument. Dès sa parution dans la loi. Mais à votre avis... C'est la demande qui me gêne. Demander au président de Oui, la oui, République. c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, non, mais à c'est croire pas qu'il n'y a du pas de tout. vie publique. Absolument, il n'y a pas de Non, constitution, non. il n'y a pas de... Tout à fait. De règles, au moins de règles de forme. Règles de forme. De déjà. pure forme, à la Ah, limite. Tout à fait. Mais on sait, dans le monde entier, dans les États démocratiques, Oui. en tout cas ceux qui le sont réellement, Oui. quand le président de la République ne peut pas suspendre une loi. Évidemment. Ce n'est pas cette prérogative. Ce recours, d'abord, comment cet article a pu passer alors qu'il viole de façon outrageante, de façon outrancière, le sacro-saint principe de la présomption d'innocence, d'abord. Oui. Ensuite, qui permet à n'importe qui, une simple fiche de police, un simple agent de l'ANI, qui estime que tel a des liens avec l'affairisme, avec le trabendisme, avec... Je vais vous dire une chose. Oui. Ce dont vous parlez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le problème fondamental de cette formulation, c'est qu'elle est extrêmement imprécise. Je ne sais pas, la confiance ou la suspicion. J'ai confiance en vous ou je n'ai pas confiance. Oui. C'est des sentiments personnels. Oui.
Ils ne peuvent pas figurer dans un... C'est pas possible. Pas possible, il faut Ça, un c'est jugement. oui, ça c'est deux. Et puis, on constitutionnalise le soupçon comme étant une preuve matérielle. Absolument. Et toutes les conséquences que vous venez d'évoquer, les atteintes à la dignité, à l'honneur de la famille, de la tribu, de l'individu, etc., etc. C'est une grave atteinte à la réputation des citoyens. Oui, en principe, cela se fait dans tous les États sérieux. Oui. Il y a un contrôle de constitutionnalité. Absolument. Et puis, la Cour constitutionnelle de Mme Aslaoui est normalement habilitée à le faire. Mais justement, or, elle ne l'a pas fait. Alors qu'elle est une réserve. Mais alors qu'elle est juriste. Oui. C'est elle qui contrôle la constitutionnalité d'une loi adoptée par l'Assemblée nationale, par le Parlement et le Sénat. Vous avez entendu parler de l'histoire de ce directeur d'école dont la candidature a été rejetée? Pas moi. Alors, ce monsieur a appelé l'opinion publique et les autorités publiques. Il leur a dit ma candidature a été rejetée sous le prétexte que j'aurais des choses pas très claires, que je suis louche, et comme je suis directeur d'école, beaucoup d'élèves vont retirer leurs élèves parce que vous êtes en train de suggérer que je peux être, entre autres, un pédophile, par exemple. Et donc, je vous demande officiellement de me donner des explications sur les vraies motivations de mon rejet. Parce qu'il y a des parents d'élèves qui vont retirer leurs enfants de mon école. C'est extrêmement grave. C'est très grave. C'est extrêmement grave. Mais à votre avis, qui est derrière cette véritable opération? Vous savez que c'est 30% des candidatures qui ont été rejetées. 30%. C'est énorme. Ce sont des milliers de candidats. Pour revenir juste sur cette question-là, le problème aussi fondamental, c'est que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a promulgué la loi. Exactement. Il l'a promulguée. C'est-à-dire qu'il pouvait, il a des conseillers, des spécialistes du droit constitutionnel, qui devaient absolument lui dire de ne pas promulguer cette loi. Et il l'a fait, parce que sinon la loi ne serait pas passée. Il a passé outre les réserves de cette fameuse Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle a été d'une timidité quand même qu'il faut dénoncer. Je ne sais même pas. 77 listes, 77 listes qui ont été rejetées par l'ANI, la fameuse ANI, qui n'est connue en Algérie que par la souplesse de son échine, sa colonne vertébrale. Vous vous rappelez le fameux Mohamed Sharfa, celui qui nous avait parlé, enfin, heureusement, aujourd'hui, nous avons un président halal. Il avait dit aussi, quand on lui avait donné les vrais chiffres, parce que ça remontait en termes de vrais chiffres, il disait quelle catastrophe. Et d'ailleurs, moi je pense que le pouvoir devrait lui ériger une stèle. Vous savez pourquoi? C'est lui qui a fait la moyenne pondérée. Tindouf, où il y a très peu d'électeurs, 75%, absolument. etc., pour donner le temps à la police politique de trafiquer les... Comment vous expliquer? Je me souviens très bien, on était sur le plateau. Et je vous ai dit, moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment, de 17h à 23h, on est passé de 23 à 24% à, je ne sais pas, 47, 48%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça, voilà, le maître de conférence est fraude électorale. Ce qui est pour moi, j'ai noté cela parce que j'ai relu ce que j'appelle la Bible de l'ANI. Signé par Mohamed Sharfi. Voilà. Et qui dit cette Bible dit la chose suivante dans son prologue, parce qu'il l'a signé dans le prologue, où il dit la chose suivante, et c'est une farce. Une farce, c'est que cette année est née, a été revendiquée, c'est le mot qu'il a utilisé, a été revendiquée par le Hirak. Alors vraiment, alors que le Hirak a observé le boycott le plus massif de l'histoire de l'Algérie. C'est incroyable. Pour quelqu'un qui devait contrôler l'organisation des élections va jusque-là. C'est dire que... Alors que cette fois-ci, cette même ANI, qui a aujourd'hui un président intérimaire, n'a laissé passer que 77 listes. Ça veut dire en moyenne à peu près 2 listes par wilaya. Ce que je voulais dire, c'est que bon, moi, même pas, moins. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, c'est, enfin, ce qui me parle un petit peu, c'est le fait que ce soit un président par intérim. Oui, président par intérim. Avec un terreau très clivant. Article 200, alinéa 7,
la loi suite à la de la Cour constitutionnelle de l'article 34. Oui. Mais j'arrive pas à comprendre qu'un intérimaire puisse... Bon, c'est là où je dis que l'administration, finalement, s'est substituée à la justice. À la justice, à la Constitution, à la légalité. Et bien évidemment. Mais, et même dans ce que vous venez d'évoquer, là, parce que moi je ne l'avais pas, là, pour le bon déroulement des opérations électorales, suite, ne pas être connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec des milieux douteux, et vous avez terminé par ces 2 phrases que j'ai notées là maintenant. Mais le déroulement du scrutin dépend exclusivement des assesseurs et directeurs de vote, et c'est tous des fonctionnaires relevant du ministère généralement de l'Intérieur ou de l'Éducation nationale. Mais le bon déroulement, c'est le ministère de l'Intérieur qui est censé l'assurer. Donc et rappelez-vous que l'ex-président de l'ANI, qui a été remplacé par ce président par intérim, avait été révoqué dans des conditions particulièrement troubles, celles de l'élection qui ont prévalu à l'élection présidentielle, où il y a eu fraude en direct à la télévision, y compris à travers les propres déclarations du président de l'ANI lui-même, qui s'est démenti lui-même, qui a donné des chiffres contradictoires et qui a démontré à la face du monde que les élections présidentielles en Algérie sont cousues de fil blanc de fraude électorale. Et cette Bible de l'ANI prétend être une charte d'éthique. Une charte d'éthique. C'est là où le bas blesse. Parler de charte d'éthique, alors que toutes les élections ont été fraude, voilà. Et avoir l'audace, lui qui a le tampon, là, le fameux, la zabiba, comme on dit en arabe, cette fameuse, qui n'est rien d'autre, il faut le rappeler, il faut le dire, même si ça ne va pas plaire à beaucoup de monde, que cette marque est due à des champignons. Parce que quand on se frotte le front sur le tapis de prière, on attrape des champignons. Et que cette fameuse zabiba, elle peut partir au bout de 3 jours après un traitement antifongique qui est disponible chez toutes les pharmacies. Et ce monsieur qui la porte outrancièrement a eu le culot de nous parler de président halal. Imaginez un peu ce mépris que nous avons de la citoyenneté et des citoyens. Oui. Voilà, c'est hallucinant. Mais derrière tout ça, me semble-t-il, c'est qu'on prépare autre chose, je veux dire. Parce que là, ce n'est que on est dans le continuum des choses. Oui. Il y a l'article 30, l'alinéa 4 de la Constitution, faisant de l'armée, etc. Il y a le 87 bis. Il y a la loi sur les syndicats, très restrictive. Regarde, pour exemple, simplement, pour vous dire, le fameux syndicaliste, la SNTF, qui avait appelé à la grève, s'est retrouvé immédiatement en prison. Oui. Donc il y a ça, il y a les syndicats, on ne veut pas avoir de grosses... Donc c'est l'extinction complètement... La déchéance de la nationalité, entre autres. Oui, on peut décliner ça. Non, ça veut dire c'est en droite ligne de ce que vous dites. En plus, cette loi qui arrive, c'est pour un peu boucler le tout. Il stérilise le champ politique. Oui. On en reviendra tout à l'heure, parce que j'aurais aimé parler aussi pourquoi il stérilise. Oui. Je vais donner une hypothèse. Nous allons y venir. Voilà. Nous allons d'abord écouter un personnage historique en Algérie qui a dit quelque chose de tellement rationnel, de tellement vrai, de tellement éclatant de vérité qu'on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas le réécouter. Rabbi Yarhamou. Écoutons-le. Le suffrage universel n'existe pas en Algérie. Il n'existe pas. Tout est trafiqué, c'est l'administration qui fait tout. On n'a pas bien écouté, il faut la repasser, mais j'espère qu'on va écouter les premières paroles. Le suffrage universel n'existe pas en Algérie. Il n'existe pas. Tout est trafiqué, c'est l'administration qui fait tout. Le suffrage universel n'existe pas en Algérie, c'est tout. Il a parlé de l'administration, et ça, nous en avons parlé la dernière fois, souvenez-vous, et c'est l'administration qui contrôle l'ensemble de l'opération fraude. Absolument. On a disqualifié le politique pour l'administration. Voilà. Et pour revenir à la charte, qui dit être un principe de sécurité démocratique.
C'est dire que qu'ils La vont- charte, quelle charte? la charte d'éthique de l'ANI. Oui, oui, la charte d'éthique de l'année, oui. Mais ce qui est vrai, pour venir à Cheikh Hussein, Allah yarhamou, il a parfaitement raison, Oui. que le suffrage universel n'existe pas. Oui. Non, c'est Ça clair. coule de source. Hein. Oui, c'est clair. On a beau dire, Je on veux a beau dire faire. Je veux dire que, bon, il n'y a pas besoin d'un tel homme pour le dire, mais même le citoyen lambda le dit. Et c'est pour ça qu'ils ne votent pas. Ouais. Soit Clair. par abstentionnisme, soit Clair. par boycott actif. D'autre part, pour revenir au rejet de certaines candidatures, notamment des indépendants, Oui. mais rejeter les candidatures présentées par des partis, Oui. comme notre ami, rappelle-moi son nom, notre ami qui a été rejeté. C'est pas Hassan Mouali, Hassan Mouali, oui. du RCD. Du Il a fait un texte d'ailleurs. Oui, je l'ai lu. Il a publié un texte absolument lumineux sur cette question. Absolument. Hassan Mouali, Oui. c'est un parti Qu'il a accueilli parmi. Qui le présenté, peu Oui, importe. qu'il a présenté. Qu'il a Oui. présenté. Or, quand on est présenté par un parti politique dans tous les pays du monde, on n'a pas besoin de parrainage. Absolument. On ne parraine pas. Absolument. Dans la loi électorale, il est stipulé qu'entre un parti ne participait pas sur les élections précédentes, il est soumis à un parrainage, je crois que c'était de l'ordre de 150 signatures par candidat. Ça, c'est dans la loi électorale. Oui, mais c'était un hiatus, c'était une difficulté. Sur Alger, il fallait peut-être 4500 ou 4800. 4800, si vous voulez, parrainage. Oui. Mm. Mais ça, c'est justement, c'est pour un exemple. Si le RCD avait boycotté cette fois-ci, son agrément aurait été mis en jeu. Il aurait été disqualifié. Oui, c'est-à-dire, c'est justement, c'est tout ce dispositif qui part de la 87 bis jusqu'à celle qui disqualifie toutes les listes d'indépendants, Oui. qui boucle la boucle. On a stérilisé le champ politique, on a acté l'extinction de la vie publique dans tous ses sens, et ce qui prélude quelque part ils ne font pas ça pour rien. On peut imaginer. On va en parler. Ouais, ça, c'est important. Mais Idir, Madame. cette fameuse loi qu'ils sont en train d'agiter comme un épouvantail contre les partis qui ne se présentent pas, qui ne présentent pas de candidats, 2 fois consécutives et qui pourraient donc être dissous. Dissous, voilà, suspension de l'agrément ou dissous, je ne sais pas quelle Ça ne peut formule pas ils ont. être le cas puisque cette loi est récente Et et qu'il n'y a pas de rétroactivité. Oui. Ça veut dire qu'aucun parti qui se serait retiré n'aurait été passible de dissolution. C'est-à-dire que cette loi, l'amendement de la loi qui est l'article 200, mais la loi existait bien avant la loi électorale. Elle existait, je ne sais plus, 2020 à peu près. Oui, voilà. Mais bon, mais ça n'explique pas. Par tout, exemple, c'est pour ce vrai. qui concerne le RCD. Le RCD n'aurait pas été concerné puisque depuis la loi, il ne s'est pas désisté, il n'a pas refusé de se présenter à 2 reprises. Oui. Il semble que ce soit un épouvantail pour faire peur. C'est Oui, comme c'est une clair, loi oui. scélérate, qu'on le veuille ou non. En plus. C'est une loi Oui, scélérate. absolument. On Un ne peut parti pas politique peut ne pas se présenter 2 fois, 3 fois. 10 fois. S'il considère que les conditions ne sont pas honnêtes. D'une part, Non, ou qu'il n'a pas envie de participer oui, à... le Surtout contexte. Surtout chez nous, sachant que le processus électoral, la campagne, les conditions dans lesquelles les citoyens candidats vont faire campagne, tout, et en plus encadré par des lois de ce type, Oui. il faut vraiment avoir du courage pour y aller. Hein. Maintenant, la question que j'aimerais poser, mais pour dire, on peut aller dans n'importe quel petit recoin de la problématique. Hein. Mais la question que j'aimerais vous poser à tous deux, c'est... Si vous me permettez, on revient à l'administration, parce que les élections sont organisées par l'administration. Oui. C'est l'administration qui contrôle les élections. De A à C'est Z. l'administration qui donne l'agrément pour le parti politique. Oui, c'est... Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle la dernière fois nous avions dit que notre État est un État administratif et voilà, bureaucratique. contre les bureaucratiques, si vous voulez. Alors, la question que j'aimerais vous poser, parce que moi je n'arrive pas à comprendre, à admettre, même si je connais toute l'impéritie de ce système, je n'arrive pas à comprendre qu'un système puisse se suicider de cette manière. Parce que ce qui est en train de se produire n'a aucun sens.
À la limite, il aurait préféré liquider des gens pour privilégier ses propres candidats, ses propres mouvances. On aurait compris. Ce n'est pas le cas. Il est en train de rejeter des listes de candidatures, y compris du RND, du FLN. Non, c'est pour Oui, ça mais que ça, ça passe c'est pas juste, tache ouais, d'huile, quoi. Oui, oui. Faut que ça passe Ça, un c'est- peu, quoi. Oui, mais moi, j'ai listes indépendants, l'impression, il y en a et tout le beaucoup. monde a l'impression, Pour- que quelque chose se niche au sein de ce régime qui est en train d'être contre-productif pour ce régime lui-même. Est-ce Oui, qu'il n'y aurait peut-être. pas quelque part des gens qui sont en train de tirer des ficelles pour faire tomber peut-être Tebboune, pour faire tomber, je ne sais pas. Faire tomber Tebboune ne changera strictement Non, rien au voilà, système. c'est pas à ce niveau-là. C'est un système, c'est au niveau du c'est système. pas au niveau de l'Assemblée, Oui, c'est tout dans à la fait. problématique du système. Oui. Il me semble que même, si j'abonde dans votre sens, il y a quelque chose, c'est clair. Oui. Mais ça ne concerne pas ni Tebboune ni. Mais qu'est-ce que ce C'est serait, selon non, vous? non, c'est-à-dire il faut aller dans tout le processus. Il faut que la boucle soit bouclée. Ils sont en train de la boucler. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut en parler. C'est de l'autophagie. Voilà. Alors, On est dans un début d'autophagie. Ce régime est en train de se bouffer lui-même. je vais vous dire une chose, et puis là, on verra suivant le temps, parce qu'il faut qu'on parte à quoi ça renvoie. C'est le nom de quoi? Pourquoi tout ça? Ça, c'est la véritable question. Pourquoi font-ils tout ça? Pourquoi veulent-ils, comme vous l'avez évoqué, se suicider? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? C'est quoi? Mais pour moi, c'est tout ce qui se passe actuellement pour le bouclage, une hypothèse bien évidemment, hein, c'est pour 2027, hein, c'est pour le prochain 2027, mandat. non, oui, c'est pour le prochain mandat, ça paraît évident. Vous savez, alors l'article 87, le corps d'intermédiaire, les syndicats, la dissolution de la RAJ, du RAJ, de la LDDH, l'affaire Madame la Sierra du Tour, l'étouffement culturel et intellectuel, le rejet des listes, l'article, son alinéa 7. Ça fait beaucoup pour un pays qui aspire à la liberté, qui aspire à vivre dignement, qui aspire à vivre dans un espace un peu démocratique. La question, c'est pourquoi? Cette course effrénée à la liquidation des patrons des services de sécurité, L'instabilité. cette instabilité sécuritaire, totale, oui. cette instabilité politique. Et pour arriver à quoi? Moi, je pense qu'ils sont en train de stériliser dans le sens fort, hein, pas simplement le champ opératoire. Hein, non, véritablement, c'est pas de la bétadine, hein, c'est stérilisé. Pas une tête ne doit dépasser, se donner l'environnement nécessaire. Comme il y a une manne financière qui arrive, il y a une embellie financière, n'est pas due à nos efforts de production ou à notre intelligence. C'est un contexte C'est un mondial. contexte géopolitique mondial. Il y aura sûrement de la largesse, et il y aura une mise sous condition psychologique. Mais il ne faut pas oublier et dire que nous importons tout. Oui, entre Ça veut autres, dire que oui. si on gagne sur les prix du baril, on va beaucoup perdre sur les prix des produits que nous importons, Non, y compris des intrants. Non, oui, je veux dire par là, il y aura des largesses, augmentation de salaire, etc., qui vont essayer de combler un petit peu tout ça pour rendre l'Algérien, non pas comme disent certains, un tube digestif, mais rentrer dans une espèce de consommation consumériste. Il serait devenu consumériste. Et à ce moment-là, peut-être, il pourrait triturer la Constitution et les attaques politiques seraient, les arguments forts seraient, oui, mais regardez, en 6-7 ans, ce que le pouvoir a fait. C'est pas Tebboune qui s'exprimerait, hein. Oui. C'est ses proxys. Votre niveau de vie est plus élevé, vous vivez dans la sécurité, donc ils feront l'épouvantail islamiste d'un côté, l'épouvantail identitaire. Avec nous, vous avez la sécurité, vous pouvez vous sortir la nuit, aller vous déplacer, aller dans cette même veine. Pour faire quoi? Pour faire passer l'éventualité d'un Oui, troisième mandat? Oui, bon, pour moi, tout ce qui se fait actuellement, ils sont en train de Préparer toute une architecture, mais ils ne veulent pas de voix discordantes ni à l'APN. Vous mettez 2, 3, 5 personnes pour le vote à l'APN, il suffit que l'un d'eux crie ou sorte une petite pancarte. L'édifice, il s'en fiche, mais ça risque d'être pris avec les réseaux sociaux, avec tout ça, ça aurait fait boule de neige. Ils ne veulent pas qu'une tête dépasse. Mais votre explication ne va pas avec le fait, par exemple, de supprimer des candidatures du RND, par exemple. Mais ça, c'est rien. De Naïma Salhi, Non, mais le du problème, FLN. oui, Ce sont des voix acquises non, mais c'est pas, à la Tebboune. mais je vais vous dire une chose, mais ils se moquent complètement de la composition de l'APN ou de Mme Salhi. Ils donnent le change, si vous préférez. Ils donnent le change. Une Mme Salhi, qu'est-ce qu'elle a pu produire ou, vu son niveau intellectuel, c'est à la limite.
Mais elle est sur le avocate, plan- je ne sais pas ce qu'elle fait, mais cette histoire de RND ou pas RND, et d'ailleurs, ils ne se réclament même pas ni du RND ni du FLN. C'est ça le problème. Ils ne se réclament plus de là. Mais ils savent que ce sont leurs appuis naturels, j'allais dire. Oui, ça peut Je se voulais faire. juste revenir sur la question de la consommation dans notre pays. Il y a quand même une catégorie qui n'est pas négligeable, qui est hors consommation, Oui. qui ne consomme pas, qui ne peut pas consommer, notamment les jeunes, même s'ils reçoivent... C'est la plus fragile, d'abord. Oui, qu'ils reçoivent un pécule de je ne sais combien, de 20 000 dinars ou moins de 20 000 dinars, qui n'a pas accès véritablement à la consommation. C'est vraiment... Ce serait une population ciblée pour justement la révision constitutionnelle. Mais ce qui est aujourd'hui un État comme l'État algérien, c'est un État de loi. Il y a une avalanche de lois qui tombent alors qu'il n'y a pas de droit. Ce n'est pas un État de droit. Il y a une avalanche Et ça, ce sont les régimes autoritaires, pour ne pas dire autre chose, qui produisent tellement de lois que la démocratie n'existe pas. Ça, c'est une chose déjà. C'est un état de loi. Deuxième chose, c'est que, on le voit, il n'y a pas de sécurité juridique. On peut changer la loi du jour au lendemain, et on l'a vu. Donc il y a une insécurité juridique. L'investissement Absolument, absolument. absolument. Il y a une insécurité juridique. C'est ça qui fait que le pays, d'abord, ne draine pas les investissements parce que les lois changent tellement souvent, on ne sait plus sur quel pied danser. Moi, j'entends bien l'un et l'autre. Je vous entends très bien. Je comprends ce que vous suggérez, ce que vous dites. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Par exemple, le boycott est de plus en plus certain. Comme les élections qui ont déjà eu lieu, les présidentielles, toutes les élections qui ont eu lieu ont été frappées d'un boycott massif absolument inimaginé jusque-là, avant l'ère Tebboune. Mais pourquoi, en plus de la perspective d'un boycott sûr et certain, pourquoi faire bouger toutes ces choses qui leur sont contre-productives, qui en plus du boycott sont en train d'éradiquer toute velléité électorale? Ça veut dire même les gens qui ont envie de voter, ils ne vont pas voter. Même les candidats qui ont envie de se présenter, ils ont été éliminés, invalidés. C'est-à-dire le pouvoir. Ça tient de quoi? L'accumulation de toutes ces mesures, c'est réduire l'autonomie déjà de la société civile. Il en reste un petit peu, malgré la 87 bis. Quand je pense à l'association Raj, à l'association de Bab el Oued, là, qui ont été fermées. Et puis, c'est limiter aussi l'émergence, peut-être, demain, après-demain, d'une nouvelle élite politique, qui n'est plus formatée comme la précédente. Qui se serait engouffrée dans cette possibilité. Et puis, leur hantise, c'est peut-être prévenir la reconstitution d'un néo-Hirak. Un néo-Hirak qui viendrait de ces élections? Non, prévenir la société civile, si on réduit le tout, c'est pour prévenir que qu'il n'y ait pas un nouveau Hirak qui rentre en ligne, le même Hirak mais renouvelé. Mais c'est l'inverse. Non, vous n'avez pas compris. Non, je n'ai pas compris. Oui, les mesures qu'ils sont en train de prendre, c'est pour prévenir le retour du Hirak. C'est plus clair comme ça? Oui. Voilà, c'est tout. Oui, mais... C'est les mesures qu'ils prennent. Ils sont en train de rejeter des candidatures de gens qui leur seraient plus ou moins favorables. Mais ce n'est pas un problème pour eux, M. Benchlouf, je vous l'ai dit 3 fois. Ce n'est pas un problème pour l'Assemblée nationale et qui sera dans l'Assemblée nationale. Oui. C'est ailleurs, c'est en face. Oui. C'est cette société civile qui tarde à émerger vu toutes les contraintes. Leur assemblée qui est 2 FLN, 5 RND, 2 3 Albila et je ne sais plus qui encore, ils s'en fichent. Elle est maîtrisée à la base. D'accord. Et pourquoi alors les éradiquer? Pourquoi les invalider? Mais parce qu'ils ne peuvent pas enlever des listes d'indépendants et laisser certaines listes du FLN et du RND. C'est pour montrer qu'ils sont dans l'équité. Quand on aura le chiffre exact, on verra combien de c'est pour noyer dans la masse. Mais évidemment, il fallait bien qu'ils prennent un RND ou 3 ou 4 ou 5 ou une dizaine d'FLN. D'autant qu'ils se présentent, parce qu'il y a le ratio à faire après. Oui. Ils se présentent sur combien de wilayas? Et combien de rejets ils ont eu? Il y en a d'autres qui se présentent sur 15 wilayas. Quel est le ratio du rejet et surtout des indépendants? Moi, je reste un peu dubitatif, je peux comprendre. Pourquoi aider? Et je donnerai la parole parce que, hormis quelques
tête d'affiche, j'allais dire, comme Hassan Mouali, d'autres candidats du même genre, du même acabit, qui effectivement pourraient représenter à leur manière un danger pour ce régime et qui pourraient représenter en quelque sorte une forme de volonté populaire à travers leur candidature. Mais ils sont quatre chats dans cette masse de gens qui ont été jetés. La plupart des gens qui ont été rejetés sont naturellement des alliés du régime. Non, je comprends votre incompréhension. Oui, moi, je ne parlais pas des candidats. Oui. Je parlais en général de toute la société civile parce que j'ai pris toutes les mesures concernant la société civile. Je vous ai bien dit, ils empêchent de réduire l'autonomie de la société civile et limiter l'émergence de nouveaux acteurs politiques. Pas au sein de l'APN par rapport à l'ANI ou au régime, non. Oui. Et prévenir la reconstitution. Ce n'est pas au niveau de l'APN qu'on va décider de quelques opposants. C'est dans la société. J'ai oublié les candidats APN. C'est pour ça qu'on ne s'est pas compris. C'est pour la société. C'est réduire son autonomie. C'est retarder l'émergence de nouveaux acteurs politiques. C'est très important. Et prévenir la société civile. Parce que ça va démarrer de la société civile, ça ne veut pas démarrer de partis politiques ou quelques personnalités peut-être qui pourraient appeler. Et de pareils bricoleurs auraient ce recul dont vous parlez, cette intelligence, cette vision des choses. Pas une vision, ils ferment justement, afin qu'il n'y ait rien qui ne bouge. Les nihilistes. Ils ferment, il n'y a plus rien. Je comprends maintenant notre désaccord. Oui. Je comprends mieux. Moi, aussi. Moi, je ne m'adressais pas je ne faisais pas allusion aux candidats. Mais nous parlons des candidats. Oui, c'est vrai. Mais moi, si vous voulez, j'ai commencé par dire, c'est l'accumulation de toutes ces mesures qui bloquent toute la société. Elle ne bloque pas simplement les candidats. Les candidats, c'est ponctuel, c'est une élection, mais il y a derrière des syndicats, il y a derrière une société civile qui s'anime, et il y a des personnalités qui commencent à parler, à s'exprimer. Donc, cette histoire de l'ANI, oui. Mais après la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends. Vous avez une perspective beaucoup plus large que la Voilà, mienne. c'était pas concentré sur ça, voilà. Oui, non, mais ils éjectent ou ils délégitiment les leurs parce qu'il y a quand même pas mal de candidats qui ont été rejetés. Oui. Ils ont fait quelques victimes dans leur camp. Et cela pour dire qu'il y a une égalité de traitement. Tout à fait. Tout simplement, à mon avis. Ils ont sacrifié ça peut pas être autre certains chose. des leurs. Ils auraient été gênés par certains candidats, une grosse partie de candidats qui ne conviennent pas à leur visée? Pas forcément, mais peut-être qu'ils ont éjecté les plus vulnérables. D'accord. Les plus vulnérables. Mais ils ont éjecté beaucoup de monde. Oui, pas mal. Pas mal. Oui, 30%. pas mal. Oui, pas mal. C'est énorme. Je ne sais pas combien ça fait en termes de candidats, mais c'est quelque chose. C'est des milliers, moi je n'ai plus le chiffre ici. Mais, mais à mon avis, vous voulez dire qu'il y a une équité. Ce n'est pas simplement les candidats de l'opposition, il y a les candidats aussi du pouvoir ou entre guillemets de la majorité que nous avons éjectés pour des raisons X. En tout cas, c'est donner une certaine rationalité à ces rejets. En tout cas, ça ne fait que commencer. Les dés ne sont pas encore totalement jetés. Nous allons certainement y revenir. Mais nous allons finir cette émission, si vous le voulez bien, en revenant à ce que nous disions hier sur cette visite du ministre de l'Intérieur. Il y a du nouveau. Donc, comme nous l'avait annoncé hier, Brahim Younsi, il avait la primeur en quelque sorte que M. Macron a. Il vous a sauvé votre pari. Oui, en effet. Avec le message que avec je vous Maître envoyé Ramoun. Exact. Alors, donc finalement, il a bien reçu, mais il l'a reçu entre deux portes. Vraiment, nous allons en parler un peu, mais aussi de cette histoire de son fils qui serait Harrag, qui ferait des études ici, clandestines, en quelque sorte. Sa situation était clandestine. Le fils du ministre de l'Intérieur. Le fils du ministre de l'Intérieur. Et qui aurait été régularisé entre-temps. Mais on ne sait pas quand. Hier, avant-hier, la semaine passée, il y a un mois, il y a un an, on ne sait pas. Mais ça va certainement filtrer. L'information avait été donnée par Sifawi Mohamed, journaliste Sifawi Mohamed. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de ces nouveaux pavés jetés dans la mare? D'abord sur la réception du ministre par M. Macron. Non, elle me paraissait, quant à moi, à partir du moment où, même si Abdelmadjid Tebboune n'était pas obligé de recevoir Nunez, mais il lui a ouvert la porte d'El Mouradia. Il paraît que c'est un extra.
Ce n'était pas prévu dans le programme des visites réciproques. Oui, absolument, absolument. Donc, c'est un prêté pour un rendu, si j'ose dire. Bon, vous avez reçu le nôtre, on va recevoir. Même si c'est entre deux portes. C'est toujours des gestes d'amitié. Oui, même si Nunez a été reçu en grande pompe, etc. Une heure, etc. Et puis la déclaration à la fin, etc. Alors que le ministre de l'Intérieur algérien a été reçu, comme vous le disiez, entre deux portes. Il n'a pas été reçu à l'Élysée, il a été reçu ailleurs. C'est dire que... Probablement au ministère de l'Intérieur. À Beauvais. À Beauvau. À Beauvau, place Beauvau. Et donc, voilà. Mais il a eu son heure de gloire reçue par le président de la République française. Mais néanmoins, est-ce que les choses, en dehors du règlement des questions personnelles, vous me l'apprenez, le fils du ministre de l'Intérieur a été régularisé. Est-ce que sur les dossiers les plus lourds qui opposent Alger et Paris, eh bien, est-ce que les problèmes qui sont posés à l'immigration générale, seraient résolus? Parce qu'il y a beaucoup de régularisation, y compris les régularisations, entre guillemets, de ceux qui ont quand même une vingtaine, une trentaine d'années de résidence en France, qui ont des dossiers, qui ont déposé des dossiers et qui attendent depuis encore tellement longtemps. Depuis des mois, la régularisation de leur situation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, de préjudice. Ce serait très choquant si ça se confirmait. Oui, mais vous savez, il y a à ce niveau-là de responsabilité, de notoriété, je dirais même de pouvoir nous concernant notre pays, du moins, cet entre-soi a toujours été comme ça. C'est une marque de fabrique. Oui, c'est une marque de fabrique. Maintenant, la question que vous posez en filigrane, est-ce que la question des visas diplomatiques a été traitée ou pas? C'est la question que vous posez en filigrane, derrière cette histoire. Absolument. Celle-là, peut-être est-ce qu'elle va être traitée, à quel moment elle va être traitée, quelle ce sera la monnaie d'échange. Elle va l'être. Oui, moi, je pense qu'elle va l'être. Là, maintenant, il y a des questions juridiques qui se posent entre les deux pays. On l'a vu avec les accords de 68, entre autres. Oui. La visite de Darmanin, après celle du ministre de l'Intérieur, n'est pas fortuite. Oui. Donc il y a des questions fondamentales sur le plan juridique qui doivent être réglées. Donc, les OQTF, les accords de 68, les visas pour les diplomates algériens, des aides mafias. Ce sera pour les espèces de visas, ils vont les revoir. Mais ce sera une largesse du pouvoir français aux Algériens. Mais je suis sûr qu'ils vont céder. Tout ou partiellement, mais ils vont céder quelque chose. Non, ils ne peuvent que céder. Retour à la France-Algérie qu'on a Ils ne peuvent que céder parce qu'ils se sont coupés pendant un certain temps des relations entre les deux pays. 2 ans, pratiquement. Oui, 2 ans de silence. C'est énorme. Et on l'a vu avec l'Espagne. Finalement, les choses, alors que la France, c'était la fâcherie sur le même dossier. Oui, absolument. Et finalement, on les fâche et on retourne comme si de rien n'était, en baissant la tête. C'est ça le problème. À plus forte raison qu'on ne sait pas ce qui a été vraiment concédé. Non, mais ça, c'est clair. En matière de passeport diplomatique, de visa... Ça, c'est le début. Ça va arriver en fonction justement des avancées. Mais disons que... entre guillemets, l'honneur national est entaché dans cette affaire. Parce que nous avons rompu, c'est nous qui avons rompu avec l'Espagne, c'est nous qui avons rompu avec la France, notamment pour nous sécuriser ce pays, et c'est nous qui faisons le premier pas, d'une certaine manière. Tout ça pour ça. Les Français, parce que les Français ont défendu leurs intérêts. Oui. Et ils ont fait effectivement un pas vers nous. Oui. Mais c'est incontestable que Macron a fait beaucoup de pas vers nous, entre parenthèses. Oui. Mais l'instrumentalisation de la mémoire chez nous, elle existe de toutes les manières. Et nous-mêmes, on réagit comme ça. Je l'ai dit hier. Fait que il y a un souci. On oublie le rôle aussi joué, moi je pense, par Ségolène Royal. Elle a fait une demi-douzaine de visites chez nous. Elle a vu Glaise, elle a pris une photo avec Glaise, elle a vu... Elle a pris la défense de l'Algérie, de l'Algérie, comme ça.
La visite du ministre l'Algérie. délégué le 8 mai 1945, c'est un symbole fort aussi. Oui. Maintenant, c'est vrai que les OQTF occupent une place importante. Moi, je demanderais simplement aux dirigeants actuels algériens, pensez aux intérêts de l'Algérie uniquement. Il faut qu'on sorte du paradigme. Mais ils ne peuvent pas. Les intérêts du régime passent avant Ils ont utilisé les intérêts nationaux, ils ont utilisé le positionnement de l'Algérie dans la question sahraoui. Pourquoi? Parce qu'il est question de leurs intérêts personnels et claniques. Exactement. Beaucoup, sinon tous, ont des biens en France. Oui, oui. Tous ont des biens en France. Presque tous ont des biens en France. C'est-à-dire que cette situation leur porte préjudice aussi aux hauts fonctionnaires, porte préjudice aux hauts personnages de l'État. Qui sont installés en France. Ministres ou anciens ministres, etc. Oui. Beaucoup ont aussi leurs enfants qui sont en France pour faire des études ou qui travaillent et qui ont la double nationalité, etc. Tout ça est préjudiciable à une certaine catégorie. Beaucoup de gens. Oui, mais une certaine catégorie de la population, une certaine catégorie, parce que vous avez une large catégorie d'Algériens qui va subir, qui subit, mais et qui n'ont pas les mêmes moyens de recours. Ouais, le même entre-soi, le même entre-gens. D'une part et d'autre part, qui sont par définition exclus du visa pour venir en France, etc., etc. C'est dire que l'Algérie, l'État algérien, a beaucoup perdu, aussi bien avec l'Espagne qu'avec la France. Il y a une perte d'abord de confiance. Oui. Et ça, c'est énorme sur le plan diplomatique. Pour revenir à la case départ, finalement. Oui, mais sommes-nous seulement à la case départ? Je crois que le départ n'est pas même pris. Je ne crois pas. Ça veut dire, pour revenir à la situation initiale, avant la rupture. Avant là, même avant, on est avant vraiment, la crise plutôt. On est encore dans la crise. Tout à fait. Oui. Nous sommes encore dans la crise. Que va-t-il se passer? Maintenant, on parle de ce journaliste Glaise, qui est le point de fixation, notamment de la société civile, notamment des partis politiques, etc. C'est un point de fixation. De l'extrême droite. Oui. Mais surtout de sa famille, de sa corporation. Pas seulement, même du gouvernement, même du président de la République française, Macron. Bien sûr. C'est un point de fixation. Maintenant, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas ce qu'il y a dans le dossier. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier. Oui. Est-ce que les accusations, les chefs d'inculpation de ce journaliste fil blanc. C'est fil blanc. On ne lui reproche rien. Il a peut-être, des gens du MAC lui auraient demandé. Non. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Ça, c'est des supputations. Bien sûr. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans le dossier. Mais vont-ils encore s'affaisser s'il y a des accusations sérieuses? Oui. Non, il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas d'accusation sérieuse, il les aurait dites, il les aurait avancées. Il a eu un visa de touriste. Oui. Il a commencé à faire c'est un vrai journaliste, il a fait un travail journalistique. Voilà. Il tombe sous le coup de la loi. Voilà. Le souci... Il n'a pas été accrédité. Il n'a pas été accrédité pour faire... C'est vrai qu'il a vu des gens et qu'on l'a accusé d'être proche, de promouvoir l'idée du MAC, des indépendantistes, etc., etc. Mais la disproportion entre sa faute professionnelle, c'est une faute professionnelle qu'il a commise, et les 7 années... La condamnation à 7 années de prison... Ça fait quand même beaucoup. Alors, en plus, aujourd'hui, il y a une déclaration qui a été faite. La Cour suprême a confirmé aujourd'hui les 7 années de prison. Confirmé Maintenant, il est graciable. Ça ouvre la voie à la grâce. Voilà ce qu'il faut retenir. Oui. Et ça rejoint qu'il va être gracié incessamment sous peu. Voilà. Oui, certainement. Bon, moi, sur le dossier, bien sûr, je ne le connais pas. Si ce n'était que cela, il aurait été expulsé. De toute façon. Voilà, tout à fait. Oui, mais eux, ils tenaient à... On était en crise déjà avec la France. Mais ça, mais ils tenaient une monnaie d'échange. Ils pensaient pouvoir faire libérer leur agent consulaire. Tout à fait. C'était à ce moment-là, donc c'était une monnaie d'échange. Mais oui, on le voit que ce n'est pas une monnaie d'échange. Eh bien, ils auraient dû le savoir avant parce qu'ils savent que la justice française ne rentre pas, elle est indépendante, elle ne peut pas rentrer dans ça. Une monnaie d'échange aurait été, de mon point de vue, je ne sais pas, pour reprendre langue avec la diplomatie française ou le ministère de l'Intérieur français, c'est la monnaie d'échange aurait été que les détenus, cet adjudant employé ou du consulat,
aurait été libéré ou devait être libéré. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On sait globalement ce qu'il y a dans le dossier ou les chefs d'inculpation de cet adjudant. Nous savons pourquoi. Et puis Alger aurait pu négocier. Je vous donne... C'est ce qu'ils sont en train de faire très probablement. Peut-être qu'en échange, ils vont avoir une grâce présidentielle française Il n'est pas pour passé le en personnage. instruction, il faut qu'il passe Pour- d'abord. pour- Oui, il est quand pas- il sera passé. Ça va Oui, prendre mais, du temps. passé. Ça va prendre mais, du temps, oui, ça. mais est-ce que cet adjudant, une fois qu'il est entre les mains de la justice, il est en prison, une fois le procès ouvert, les juges sont indépendants en France. Et dire le mot de la fin. Ah ben, moi, je pense encore une fois, je réitère mon hypothèse qui est contestable probablement, c'est que tout ce qui se passe actuellement autour de ces législatives, avec tout ce qu'on a dit, les restrictions des libertés syndicales, les restrictions à tous les niveaux, que ce soit au niveau académique, politique, etc. Et puis l'hypothèse d'une réforme de la Constitution pour ouvrir un troisième mandat pour Tebboune, c'est une tradition chez nous. Ça a été fait 2 ou 3 fois. Oui. Donc, c'est dans la même veine, ils sont en train de préparer le terrain. Et puis, ce qu'ils ont de plus pour eux, c'est qu'il y a une manne financière et pourront acheter beaucoup de clientèle uniquement pour les faire passer et faire durer. Voilà. Très bien, merci Dirun Noren, merci Ibrahim aussi, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée.